Et à toutes. Je suis le narrateur de cette conférence. Je voulais commencer par une petite question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des problèmes, des difficultés, l'impression de se battre contre quelque chose dans un contexte de télétravail ? Oui, c'est vrai, c'est marrant ça. Bon, ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va essayer de partager des pratiques, des astuces sur la base d'une expérience qui va être racontée par Charles, qui est lead développeur chez Energy Pool et qui sera interviewé par Grégory, coach agile organisationnel chez Good. Et on va aborder des choses telles que le recrutement, des thématiques sur comment on onboard les gens, sur comment on travaille en agile, tout en ayant ce contexte distanciel, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'être en présentiel. Et puis voilà, je vais vous laisser en compagnie, mes amis. Vous pouvez les applaudir peut-être. Donc cette session est sous-titrée visuellement par Olivier Lequeux, mon collègue. Soutenu par une technique impeccable, irréprochable. Exactement. Bonjour Charles. Bonjour Grégory. Heureux de t'accueillir donc aujourd'hui. Tu es tech lead chez Energy Pool, qui est un opérateur de rééquilibrage énergétique. Tu peux me corriger si... Oui, c'est à peu près ça. C'est Jean-Michel à peu près. Et tu as pris la tête d'une équipe, deuxième semestre de l'année dernière. C'est ça, oui. Et donc une équipe à distance. C'est un peu pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Tout à fait, ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Déjà sur le projet, donc effectivement, historiquement, on fait de l'équilibrage des réseaux électriques. Et là, c'est quelque chose qui sortait un peu de notre cœur de métier, mais qui est quand même pas très loin. C'est de la modélisation et de la simulation de réseaux électriques à l'échelle d'un pays. Donc on modélise toute la production, toute la consommation, et puis on essaye de faire varier les variables, panneaux solaires, nucléaires, etc. Et le but, c'est d'optimiser pour avoir le réseau qui soit le plus robuste possible, au coût le plus faible possible, et si possible, avec le moins d'émissions de CO2 possible. Donc, c'est une société qui est basée à Lyon et à Chambéry. Et à Chambéry. Et au Japon. Ok, qui n'est pas que à Lyon et à Chambéry. Voilà. Et, voilà. Okay. Et donc, toi, tu as une équipe que tu as recrutée de zéro ? Oui, c'est ça. Donc, on part de zéro parce que nouveau projet, un peu nouveau domaine. Donc, pas d'équipe, pas de legacy, pas d'existant. Et donc, moi, je suis lead dev, manager, un peu Scrum Master, voilà, un peu tout ça. Et donc avec des équipiers qui sont à différents endroits. Tout à fait. Ma première question, on est dans une conférence agile, on avait dit que la thématique c'était retour un peu aux sources. Donc on va parler méthode. Aujourd'hui, quelle est la méthodologie que tu utilises dans ton équipe ? Et dans cette méthodologie, pour toi, c'est quoi les pratiques qui sont plus impactantes, en tout cas qui ont un rôle assez central dans le fonctionnement de ton équipe à distance ? Alors, on n'est pas allé chercher très loin, ce qui était voulu aussi, de commencer simple. Donc, on fait du Scrum sur des itérations de 2 semaines. Et puis, on s'est dit, après, on réintroduira petit à petit éventuellement des pratiques, mais en fonction des besoins, de ce qui se présente. Donc, une approche un peu pragmatique. Et puis, après, amélioration continue, on fait des rétros, on adapte le process, etc. Donc, et dans les choses importantes, il y a le Kanban aussi, tableau Kanban donc pour visualiser le flux. Vu qu'on n'est pas, on se voit pas, on n'est pas en présentiel, on a besoin de pouvoir se synchroniser, de pouvoir savoir à tout moment qui a besoin d'aide ou qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc le management visuel, ça nous aide. Et puis une autre cérémonie très importante, du coup, c'est le stand-up le matin, pour se synchroniser.
Donc le stand-up pour synchroniser, ça tombe bien que tu parles de synchronisation, parce que dans les équipes à distance, moi, que j'ai observé ces dernières années, j'ai vu beaucoup d'équipes qui utilisaient le stand-up pour faire cette synchronisation. Donc en fait, ils partageaient chacun ce qu'ils faisaient, et une fois que c'était terminé, tout le monde partait chez lui, donc en distanciel, potentiellement télétravail ou multisite, peu importe, mais en tout cas, chacun se retrouvait dans son espace avec potentiellement une formation de silo intra-équipe, c'est-à-dire où chaque équipier et équipière de l'équipe a son truc à faire et est un peu enfermé toute la journée dans son espace. Le stand-up, le daily meeting, servant principalement à faire des passages de relais, dire moi j'ai fini ça, maintenant c'est à toi. Et donc voilà, une sorte de dénaturation du daily par rapport à cet esprit de dire bah, on est ensemble dans un truc vraiment plutôt de synchro pur. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu observes aussi dans ton équipe? Est-ce que tu l'as observé et vous avez des choses en place? Ou est-ce que tu ne l'as pas observé parce que vous avez des trucs en place? Alors, l'œuf ou la poule, je ne sais pas trop. Mais effectivement, l'aspect un peu feu d'artifice, on se synchronise tous en même temps et après, tout le monde part dans une direction. On essaye d'éviter ça, et notamment du fait que hier, il y avait une conférence qui parlait d'habit stacking, d'empiler des habitudes. Donc là, on a un point de synchronisation et donc on va en profiter pour rajouter des choses par-dessus. Donc typiquement, on fait le stand-up et à la fin du stand-up, on fait le tour des pull requests et on va se synchroniser pour voir, pour distribuer un peu les revues. Si on voit que c'est une revue qui traîne depuis un petit moment, on va en profiter pour trouver un pair pour faire la revue ensemble, ou si c'est quelque chose qui va impacter toute l'équipe ou qui mérite d'être connu par tout le monde, on va faire carrément une mob review où là, la personne va présenter à toute l'équipe ce qu'elle a fait, donc pas forcément rentrer dans tous les détails, mais présenter son travail pour qu'il soit revu, intégré et livré. Tu parles de pull request, il n'y a rien à voir avec les gallinacés, tu peux peut-être nous... Les pull request et energy pool, il n'y a pas de lien. On n'a pas de pool électrique. Non, pas de... Pull request, tu peux peut-être nous dire un peu ce que c'est? Pull request, c'est donc le développeur travaille, développe sa fonctionnalité, pousse son code sur le système de gestion de version, et avant qu'il soit intégré dans le main, donc la branche qui va être livrée à tout le monde, il y a un autre développeur ou d'autres développeurs qui vont avoir un regard sur ce qu'il a fait, essayer de détecter des erreurs, des mauvaises pratiques, ce genre de choses. Donc ça, c'est la version basique, mais c'est aussi un outil pour diffuser la connaissance. On en reparlera. Vous l'utilisez aussi comme ça? Oui, on prend tout le package. Très bien. Et donc, tu parles de pas mal de pratiques que vous avez rajoutées justement par rapport à ça. Est-ce que c'est culturel chez Energy Pool et ça existait avant même que tu arrives dans la boîte? Est-ce qu'il y a des événements, des chocs particuliers qui vous ont amené à prendre ces décisions de rajouter des choses? Alors, il y a pas mal de choses qui existaient, mais j'ai vraiment la volonté au départ de recommencer un peu de zéro et de reprendre que ce qui était nécessaire. Mais j'ai quand même repris 2-3 trucs. Par exemple, la limite du travail en cours. Donc, en gros, on va limiter le travail en cours au nombre de développeurs -1. C'est-à-dire que si on a 5 développeurs dans l'équipe, on ne peut pas avoir 5 tickets en cours de développement. On peut en avoir que 4. Et ça va répondre à un problème, notamment, par exemple, après le stand-up. Et au secours, moi j'ai besoin d'aide, personne n'est dispo pour m'aider. Que ce soit un autre développeur, que ce soit un PO qui a besoin de faire du refinement, que ce soit un QA qui a besoin de tester. Donc du coup, le fait de se réserver, de limiter cette capacité, ça va nous permettre, ça va faciliter la disponibilité et la collaboration dans l'équipe. Donc ça, on l'a mis en place dès le début. Je coupe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ces pratiques-là, de limiter le travail en cours dans leurs équipes? C'est déjà pas mal, étonnamment. Merci. Je recommande. Et il y a des choses qui sont venues avec le temps. Typiquement, dans les premiers sprints, on a observé qu'un sprint, on avait beaucoup de gros tickets, et on dérivait, on avait des retours, ça ne se passait pas très bien. Donc on s'est dit, classiquement, on va limiter la taille des tickets. Bon, mécaniquement, des fois, c'est compliqué. Donc ce qu'on a mis en place, c'est une règle, c'est si un ticket fait 5 points en plus, on va se forcer à le faire en pair programming. Donc 2 personnes qui vont collaborer sur la conception du ticket, le développement, qui vont pouvoir prendre le relais l'un sur l'autre s'il y en a un qui n'est pas dispo ou autre. Ça va permettre aussi pareil, de diffuser la connaissance, d'avoir du feedback rapidement, plutôt que d'empiler beaucoup de travail. Après d'avoir une grosse revue, on va avoir potentiellement un retour qui est plus rapide du fait d'avoir quelqu'un qui va te dire
ce que tu fais, c'est attention. Voilà, donc le découpage des gros tickets et puis ouais, beaucoup de pair programming, donc que ce soit pour le feedback, la montée en compétences, aussi le fait de se connaître, d'apprendre à se connaître, de limiter le SPOF, le single point of failure, c'est-à-dire il y a une seule personne qui connaît telle partie de l'application et le jour où il se casse une jambe, bah, on est bien embêté. Donc là, on essaie de répartir la connaissance, donc ça c'est pareil. Une rétro, donc on a mis en place toute la chaîne d'intégration continue. Il y a une personne qui s'est occupée principalement de ça. Et donc le sprint d'après, on a embarqué quelqu'un avec cette personne pour continuer et puis pour monter en compétence là-dessus. Chaîne d'intégration continue pour pouvoir délivrer automatiquement, semi-automatiquement, tester automatiquement, etc. pour que ça soit plus rapide pour déployer. Tout à fait. Je ne suis pas complètement à l'ouest. Ça, globalement, c'est des pratiques qui sont, que tu peux avoir dans des équipes qui sont colocalisées. Et donc, voilà, vous êtes à distance. C'est quoi les outils? Parce qu'il faut bien qu'on parle quand même des outils qui sont utilisés à distance. C'est quoi les outils qui sous-tendent en fait tout ce que vous avez mis en place et qui font que ça fonctionne aussi ou ça permet de maintenir toutes ces pratiques? Ouais, les outils c'est important. Ça, on pourrait se dire n'importe quel outil qui permet de faire de l'écrit ou de la visio suffit, mais ils ont tous leur petite subtilité. Nous typiquement on utilise Slack donc pour l'écrit. Donc on va avoir donc par équipe au moins 2 channels, un qui est privé pour se raconter des blagues ou pour l'organisation de l'équipe au quotidien, et un qui est public. On a request-le nom de l'équipe et où les gens vont pouvoir venir envoyer des demandes à l'équipe plutôt que de passer par des personnes en direct. On va avoir aussi des canaux par filière métier, les devs qui vont s'échanger des bonnes pratiques, les PO, les QA, les designers. Et puis aussi, pour recréer un peu de la transversalité entre les équipes, on a fait des communautés de pratiques. Et donc, ils ont aussi chacun leur channel, où donc par intérêt, dans le modèle Spotify, c'est des guildes. Donc, si moi, je suis intéressé par le design et l'UI, je peux rejoindre la communauté de pratique UI et on va discuter de tous ces sujets. Il y en a pour le back, il y en a pour l'architecture, il y en a pour la sécurité. Voilà. Donc, on couvre ça, on essaye que l'information arrive aux bonnes personnes, pas trop diffusée à tout le monde, donc en segmentant par channel. Et pour la vision, on utilise Discord. Ça, c'est le canal de communication. Après, pour faire le management visuel et la gestion de vos tickets, vous utilisez les boards GitHub, et puis on est passé sur Jira. Et on l'applaudit. Ce n'est pas sale. Tes canaux de communication, tu parles de Discord, tu parles d'outils comme ça. Moi, ça m'amène encore une fois à une réflexion. En fait, j'aime bien le présentiel. Voilà, mais je suis un vieux, c'est pour ça, je suis un vieux con. Et un truc dans le présentiel que j'aimais bien, c'était un concept qui s'appelle l'osmotique. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ce concept d'osmotique. C'est un concept qui a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Alistair Coburn, qui est aussi signataire du manifeste Agile, à l'occasion, et qui exprime le fait de pouvoir bénéficier d'une information dont on n'est pas directement destinataire par le simple fait d'être dans un espace où il y a de l'information qui circule. Donc en fait, principe d'open space, j'ai des gens qui sont 3 rangs derrière, qui discutent un peu fort, ou quelqu'un qui passe dans le bureau pour poser une question. Je ne suis pas destinataire de cette information, et pourtant je l'entends. Et par le fait de l'entendre, je peux potentiellement réagir si finalement ça m'impacte ou ça m'implique. À distance, micro coupé, caméra coupée, on se voit quand on a programmé des réunions, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de réunions qu'on programme. Hein, plus de machine à café, plus de trucs comme ça. Vous avez un fonctionnement, tu parlais avec plein d'outils de communication et de trucs comme ça. Est-ce que ça fait écho à quelque chose? Est-ce que vous avez avancé vis-à-vis de ce besoin-là? Est-ce que vous répondez un peu à ce principe? Alors oui, par chance ou je ne sais pas, mais pas spécialement de manière réfléchie, mais on l'a observé en fait, et pourquoi Discord ça a aussi bien marché pour nous, c'est qu'en fait ça nous permet de recréer un bureau virtuel. Donc Discord, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des canaux et on voit qui sont les personnes qui sont dans les salles. Il y a de la visio, il y a du son et on peut dire tiens on va dans telle salle, on va discuter 5 minutes et puis après on revient dans la salle de notre équipe ou viens on va prendre un café ou on va dans l'open space et rejoignent les personnes qui veulent. Donc ça,
mine de rien, ça va permettre de recréer de la proximité et surtout réduire l'effort d'interaction. On est donc, la majorité du temps connecté donc, dans le channel de notre équipe et tout le monde est connecté avec la visio, l'audio. Et là, on peut capter ce que tu décrivais, là, la communication osmotique, dans un soupir un peu appuyé, un juron lâché au hasard. On peut se dire, tiens, il y a un problème, qu'est-ce que je peux... Ah oui, bah, le build est encore cassé, c'est la 3e fois cette semaine. Ah, ok, bon, on a peut-être un problème. Donc on arrive à recapter un petit peu ça. Et puis on réduit l'effort d'interaction aussi parce que on n'est plus obligé, comme tu disais, de planifier une réunion pour parler d'un problème, etc. Là, on se démute, on dit hey, est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver ça? Hop, ça répond tout de suite. Donc on a un feedback qui est rapide. Et puis on a plus facilement des discussions spontanées où ça peut paraître pas forcément très naturel de dire bah, je te pose un point et puis on va discuter. Alors que quand on est dans le channel café, on voit qu'il y a 3 personnes qui sont dans le channel café. On vient, salut, comment ça va, vous parlez de quoi, etc. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Tu as tous ces outils à distance, donc il y a des mécaniques à distance. Est-ce que vous êtes à 100% distanciel et ce qu'on appelle full remote, c'est-à-dire comme dans les entreprises dans lesquelles on est sur plein de pays différents, tu me parlais du Japon, des choses comme ça, qui font qu'on est toujours à distance, ou est-ce qu'il y a des moments où vous voyez, où vous vous retrouvez dans la même pièce, au même endroit? Ouais, déjà en commençant par le commencement, au début du projet, on a fait un kick-off pendant 3 jours en présentiel, tous ensemble. Donc on s'enferme dans une salle avec les PO, le PO, les utilisateurs, des designers, les développeurs, et on va connecter des gens qui ont des informations, qui ont de la connaissance, qui ont travaillé sur du discovery, avec les gens qui vont l'implémenter. Ce qui finit en prod, c'est ce que les développeurs ont compris. Donc on va essayer d'avoir le canal de communication le plus large possible, donc en présentiel, en direct, pour faire transiter cette info d'un cerveau à l'autre. Donc ça va passer par tout un tas d'ateliers, des event storming par exemple, où on va explorer un domaine via des événements. Donc c'est un format qui parle à tout le monde. Du story mapping, présenter les personas, peut-être quelques wireflow, wireframe, des designers. Commencer à se construire une représentation commune une vision de ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Donc ça c'est au démarrage. Ouais. Et après c'est au démarrage. C'est au démarrage. Et après, récurrent, on a commencé, donc on se voyait 1 fois par mois. Et puis on est passé à 2 fois par mois à la fin de chaque sprint, donc chaque fin de 2 semaines. Et c'est quoi qui vous a amené à ça? C'est encore une fois un problème sur le projet opérationnel qui vous pousse à vous dire on fait pas... Oui, un problème de tartiflette. Où on a fait, c'était la rétro de fin d'année, on s'est fait un resto, c'était sympa. Et on s'est dit en rétro, c'est bien, il faudrait le faire plus souvent. Et donc l'équipe d'elle-même s'est dit, ce serait bien qu'on se voit plus souvent, donc est-ce qu'on peut passer à 2 fois par mois pour se réunir, pour faire nos rituels ensemble, se retrouver, discuter. Voilà. Donc pas un problème opérationnel, mais vraiment une solution relationnelle. Donc on voit, il y a des entreprises, moi je travaille avec des équipes qui peuvent être à Rennes, Nantes, Lille, Bourges, avec des galères de train, en plus les Bordeaux-Paris, je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien faire ce trajet-là, il est sympa. Le Bordeaux-Lyon, pardon, pas le Bordeaux-Paris, le Bordeaux-Lyon. Bordeaux-Grenoble, je suis désolé, si les Grenoblois, ça ne doit pas être beaucoup plus facile. Voilà, comment ça se passe pour les gens qui sont loin de l'épicentre? Alors, on a la chance d'être concentré sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire. Ça va de Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Chambéry. C'était plus compliqué quand on avait une personne en Turquie. Donc là, forcément, on se retrouvait, on l'avait en distanciel, quoi. Une personne en Turquie, pourquoi une personne en Turquie par curiosité, évidemment, rien à voir avec cette conférence. L'idée, c'était d'intégrer, de faire un moitié-moitié. Mais au final, au niveau du recrutement, ça a été compliqué. Et du coup, on s'est retrouvé avec une seule personne qui était en Turquie. Et donc, mine de rien, on perd en fluidité de communication. On parle tous anglais ou on baragouine anglais, mais c'est plus difficile d'exprimer clairement ce qu'on a dans la tête. Ça rajoute une petite difficulté. Le décalage horaire, 2 heures, 3 heures, ça peut paraître pas grand-chose, mais après 15 heures, on ne peut plus faire de réunion parce que les gens sont plus là.
Donc ça a amené de la complexité et du coup on a choisi d'arrêter, surtout que ça concernait qu'une seule personne. Ah oui, d'accord. Donc en gros, ouais, vous êtes dit, pour l'instant, on n'est pas prêt pour accueillir quelqu'un qui avec trop de différences langues, time zone, merci. Mais en préparant cette session, tu m'as dit que vous aviez en tout cas un recrutement, un partenariat, j'ai pas très bien compris, avec des gens au Maroc. Ouais, c'est ça. Donc là, on essaie d'apprendre de nos erreurs. Et du coup, même langue, même time zone ou à 1 heure de décalage. Et aussi de les voir. Donc on est allé les voir plusieurs fois. Ils sont venus en France. Donc on est... Voilà, c'est encore frais. Mais on essaye un autre mode à distance. Depuis tout à l'heure, tu me parles d'outils, Discord, Slack. Là, on parle encore de la capacité de communiquer dans la même langue. Alors, on pourrait se dire avec des tickets, la manière dont on écrit nos éléments, mais j'entends très peu de mots de vocabulaire qui sont vraiment de l'écrit qui reste. J'ai l'impression que l'information elle est quand même assez éphémère, beaucoup d'oral, beaucoup de... voilà, encore une fois, Slack, c'est de l'écrit, d'accord, mais c'est pas à vocation de documentation. Donc, je me dis, comment ils gardent l'information dans leur équipe? Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui s'en va et quand il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe pour pouvoir bien maîtriser ce qui se passe, pour pouvoir rentrer dans ton équipe? S'ils se contentent de lire de la documentation, ça va être compliqué, parce qu'on en a, mais très peu. Effectivement, on se base sur cette communication orale, mais comment dire ? Les inconvénients sont compensés par les avantages. En fait, vu qu'on travaille beaucoup ensemble, qu'on fait beaucoup de pairs, qu'on fait beaucoup de revues, on développe une propriété collective du code. Comme je disais tout à l'heure, on essaye qu'il n'y ait pas une seule personne qui soit sachante sur un domaine. Et le fait qu'on soit constamment en contact, comme ça permet de remonter facilement en compétences sur un sujet. Donc quand quelqu'un arrive dans l'équipe, qu'elle soit opérationnelle plus rapidement. Après, une limite à ça, ce serait que si demain on arrête le projet, que tous les gens repartent dans des équipes différentes et qu'on doit redémarrer dans 6 mois, 1 an, ça sera plus compliqué. Mais c'est un choix, on verra si c'est... En gros, un choix naturel. Oui. En gros, vous palliez au manque d'informations, stable et structurée par un renforcement des mécaniques de communication et de passage d'informations orales. Et c'est ça qui est solidifié dans votre équipe culturellement. On privilégie la mémoire vive à la mémoire morte. Pour la petite analogie. C'est beau. À noter. Ressortir en repas de famille. Et puis comme je suis développeur quand même aussi, on a mis en place un certain nombre de pratiques de code, notamment de travailler sur l'expressivité du code, de mettre l'emphase sur le domaine métier avec des pratiques, des techniques comme Domain Driven Design, sur les tests aussi. Donc les tests, c'est une manière ça peut être une manière de documenter le comportement métier du code, donc avec des approches comme Behavior Driven Development. Ou plutôt que de faire des tests très techniques, on va essayer d'écrire dans le test un comportement métier. Donc qui, en plus de... Un cas d'usage, comportement métier, une sorte de cas d'usage. Voilà. Quand je fais le calcul de mon panier à la fin, il faut que j'applique 20% de TVA, des choses comme ça. Et donc ça va auto-documenter le code et ça a en plus le gros avantage d'être synchronisé. Parce que là où la doc peut prendre la poussière et diverger de l'implémentation, là, le test, il passe à chaque fois qu'on fait une modification du code. Donc, on a la garantie que c'est synchronisé. Ça fait quand même tout un tas de pratiques de mots de vocabulaire un peu complexes. Ça nécessite potentiellement d'avoir des personnes qui maîtrisent ces connaissances pour pouvoir fonctionner dans votre équipe, parce que ça a l'air d'être assez central par rapport à ce qu'on peut voir. Justement, on se dit de la doc, du Word, avec Jira, on a le Confluence qui va avec, notamment. Ça m'amène sur le terrain du recrutement. De voir un peu comment tu fais ton recrutement, comment vous faites votre recrutement, peut-être globalement chez Energy Pool, pour pouvoir avoir ces compétences-là, ces paramètres dans les candidats. Parce que, en fait, encore une fois, je vais partager moi ce que j'observe. C'était aussi l'échange qu'on avait prévu de discuter dans ce truc-là. C'était, moi, l'observation que j'ai, c'est qu'avec le fonctionnement à distance, renforcé par la recherche d'équipes type feature team, impact team, orienté fonctionnel, autonomie, je suis capable de livrer seul, des recrutements
d'un ensemble de compétences qui me permettent de livrer jusqu'au bout. Et la seule question qui va être un peu posée autour du fonctionnement, c'est par rapport à la distance, c'est est-ce que vous pouvez vous déplacer pour de temps en temps être en présentiel ? Ce qui me semble pas être suffisant. Mais donc, en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup d'équipes. Je me retrouve avec des équipes qui étaient des agglomérats de compétences qui ne se comprennent pas forcément les unes les autres, puisque en fait, c'est complémentaire, ça se recoupe assez peu. Et finalement, donc des associations de compétences qui ne sont pas recoupées ou recouvertes par des pratiques collectives telles que tu l'exprimes, c'est-à-dire faire du pair et travailler à deux, et donc de questionner des gens sur leur capacité à travailler à plusieurs, ou alors de façon assez superficielle, et en fait de me retrouver avec des équipes qui sont bien dans leur coin à distance. En plus, la distance, ça aide encore plus à s'isoler, et donc ils se retrouvent assez isolés. Je parlais tout à l'heure de silos intra-équipe, mais voilà, qui sont renforcés encore plus avec ça. Donc un vrai problème de dynamique d'équipe. Et donc je me demandais, voilà, chez vous, comment avec toutes ces pratiques que vous avez, t'augmentes tes chances que ça se mette en place. Est-ce que tu les formes Est-ce que tu dis tant pis, moi c'est important, c'est les compétences et on va les former à tout ça, ça fait partie de notre process? Ou est-ce que dans le recrutement il y a une part non négligeable, ou une part en tout cas appuyée sur hard skills, ok, soft skills, travail d'équipe et ces mécaniques là? Oui. Beaucoup oui, tu dis beaucoup oui. Il faudrait que je prépare des questions où tu réponds non. Mécaniquement, du coup, la structure fait qu'on va être à distance, l'effort d'interaction il va être plus important. Et donc, vu qu'on a quand même un modèle où on va beaucoup communiquer, il faut aller chercher ça. Il faut essayer de le détecter, cette appétence pour la collaboration, travailler ensemble, encore plus que des gens qu'en présentiel où on a juste à taper du coude et tu peux m'aider là-dessus. Là, il faut qu'on s'assure de ça. J'ai pas de baguette magique, mais c'est des questions de la discussion pendant le recrutement. C'est par exemple, c'est quoi la répartition idéale de ton temps? Est-ce que la personne va me répondre, moi je veux coder toute la journée, tout le temps, être dans mon truc, machin? Ou alors, oui, je suis ouvert à faire du pair, aller discuter avec les fonctionnels, ce genre de choses. Et puis, tu parlais d'outils et de compétences. Effectivement, tout ce qui a trait à la culture craft. Donc, il y a l'envie de faire des logiciels bien conçus, mais aussi de s'améliorer. Et il y a la notion de communauté aussi dans le manifeste. Donc, une envie de partage, de communication. Donc, d'essayer d'identifier ça à travers les valeurs et puis aussi des pratiques comme l'appétence pour le pair programming, etc. Donc ça se teste. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon IDE et puis on fait un petit kata. Voilà, on a tel problème. Dis-moi quel test je vais écrire, etc. Donc ça permet de mettre un petit peu en condition. Donc c'est biaisé et pas parfait, mais ça permet de se donner une idée. Et puis, sur qu'est-ce qu'on va chercher à identifier comme compétence, il y a aussi une distinction entre la technique m'intéresse et la technique pour la technique m'intéresse. Est-ce que la personne, je vais lui demander c'est quoi tes expériences préférées, c'est quoi ta pire expérience, qu'est-ce que tu aimes pas, et si la personne me parle de ah ouais j'ai fait du Angular 17, j'ai fait tel framework, etc. Ça va peut-être traduire une appétence pour la technique, et moi je vais plutôt essayer de détecter des soft skills, de l'appétence pour des pratiques. Moi j'aime bien TDD, j'aime bien telle ou telle chose. Donc voilà. Plus le... Est-ce que tu n'as déjà pas recruté quelqu'un qui techniquement était bon mais qui ne rentrait pas dans ces critères-là? Ouais. Oui, parce qu'il ne serait pas forcément bien dans l'équipe, et l'équipe n'en profiterait pas forcément non plus. Il pourrait se sentir exclu ou pas dans la culture de l'équipe. Donc la technique, c'est un prérequis, mais c'est pas suffisant, quoi. Pas chez vous, en tout cas. Ouais, pas dans le modèle qu'on a. Ouais. Et tu n'as jamais eu personne qui est passé entre les mailles du filet de ce recrutement, et tant pis, Et tant pis. Et tant pis. Ouais. Ok. On me dit souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je sais pas ce que ça vaut. Quelqu'un a la réponse à ça? Tu as le recrutement, quand ils arrivent, pouf pouf, justement, c'est juste, tu as un filtre tellement important dans le recrutement que quand ils arrivent et ils sont opérationnels
nickel, voilà, ou est-ce que non? Est-ce que c'est un recrutement avec les bonnes personnes ou est-ce qu'il y a autre chose? Et tu vas me répondre? Mais oui, bien sûr, ça marche tout seul. C'est magique. Non, ça marche pas tout seul. Et de la même manière où quand on commence un projet, on a besoin de s'approprier beaucoup d'informations. Quand on démarre dans une nouvelle équipe, on a besoin de s'approprier beaucoup d'informations. La code base, la base de code, les pratiques de l'équipe, le métier, etc. Et donc, ce qu'on observe souvent, c'est voilà, là, il y a une procédure d'install qui n'est pas à jour. Là, il y a le code, et là, il y a le Jira, et vas-y. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on met en place du mentoring avec une personne qui est dédiée, mais qui ne va pas juste lui expliquer la première journée tout de but en blanc, et puis le lendemain, elle aura retenu 30%. Ça va être d'y aller petit à petit pendant un mois, par exemple, d'expliquer au fur et à mesure le contexte, l'accompagner dans l'installation du poste, lui présenter nos pratiques, et vraiment de tout faire en paire à deux. Et donc ça va permettre de distiller un peu l'apprentissage. Donc par exemple, ok, là tu vois, donc on a notre board, on va prendre en haut de notre colonne to do, et donc on le passe en cours, et donc on va aller sur le code. Ah, il faut qu'on crée une branche. Ok, alors comment est-ce qu'on nomme nos branches? Donc ici, tu vois, on a nos conventions de nommage, etc. On va faire le code de telle manière, on va écrire des tests, on va créer la pull request, que j'expliquais tout à l'heure. Il faut tel format sur la pull request, il y a tel test d'acceptance, etc. Et donc on va distiller au fur et à mesure cet apprentissage, et donc ça va permettre d'être assimilé beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus naturelle. Et puis surtout, ça va permettre d'avoir un feedback qui est rapide. On ne va pas avoir des gens qui se retrouvent à chercher dans une doc qui n'est pas à jour. Ils vont poser une question sur un channel, ils ne vont pas avoir de réponse. Ils vont demander 2 fois, 3 fois, toujours pas de réponse. Là, on a le feedback, c'est pour un apprentissage rapide. C'est quelque chose qui est plus le feedback est rapide, meilleur sera l'apprentissage. Donc on va favoriser ça en immersion ou en début de projet. Ouais, parce qu'en fait, des onboarding où on a un protocole d'accueil au niveau de l'entreprise, où on peut avoir des parrains, des marraines qui sont peut-être dans d'autres services pour former un peu, pour souder un peu l'esprit d'entreprise. Vous avez quelque chose de plus resserré à l'intérieur de l'équipe, avec un parrain, marraine dans l'équipe pour être en proximité. Est-ce que des personnes pratiquent ce genre de choses? Est-ce que vous avez des mentors ou des parrains, marraines dans l'équipe et des parrains, marraines dans l'entreprise? Pas beaucoup plus. Moi, je m'attendais à ce que... Ok, des processus d'onboarding? Merci, c'est la population. On glisse doucement vers la fin de notre discussion. Si je récapitule, en fait, aujourd'hui, donc, vous avez un mode de fonctionnement qui est principalement à distance, avec un ensemble de pratiques qui permettent de s'assurer qu'en fait, la communication, l'interaction, elle est très présente et elle a avec un haut niveau de fréquence, pardon. Probablement donc beaucoup plus que dans des équipes qui sont même colocalisées. On voyait tout à l'heure qui pratiquent certains trucs. Même en colocalisé, des fois, on ne les a pas du tout, ces pratiques-là. Donc ces pratiques-là renforcées pour la distance et avec, en plus de ça, en soutien, ton processus de recrutement et le onboarding qui va venir créer un tout pour faire des équipes, une équipe qui s'entend bien et qui a envie de se voir encore plus pour manger de la tartiflette. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que, c'était le sujet de notre conférence, hein, c'est mes mots, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as une équipe soudée? Oui. Et donc, oui. Ouais. Oui, voilà, point. Tout simplement. Oui, non, il y a une bonne entente. Il y a l'entraide, c'est quelque chose qui revient régulièrement, si ce n'est pas systématiquement, dans les points positifs des rétros. L'équipe, elle résiste aux perturbations. Des fois, il y a des tensions interpersonnelles. On en discute et après, on s'approprie ça. Donc maintenant, on a le mode grognon. Si le matin au stand-up, tu dis aujourd'hui, je suis en mode grognon, on sait qu'il ne faut pas venir t'embêter. Et c'est une manière de s'apprivoiser, d'apprendre à travailler ensemble. Donc on arrive à dépasser ça. Et puis on a eu des petits remous, des petites remises en question un peu violentes des clients, des gens qui viennent, des gens qui partent. Et aujourd'hui l'équipe elle reste soudée. Soudée peut-être trop.
parce qu'il y a des équipes qui ont des plannings plus ou moins chargés, et donc des fois on a besoin d'aller renforcer d'autres équipes, et là c'est plus compliqué de les faire partir dans une autre équipe, même temporairement. Donc ils s'entendent bien. Alors c'est bien d'avoir des équipes qui s'entendent bien. J'ai une deuxième question pour toi. On vit dans le monde de la performance, de la productivité, de l'optimisation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une équipe pour toi qui est performante ou optimale ? Non, je pense pas qu'elle soit performante, et mais pour moi c'est pas forcément un bon objectif, ou du moins pas trop. On peut se dire comme ça en apparence, niveau optimisation, on pourrait faire mieux. On fait du pair programming. On a 2 développeurs qui travaillent sur une fonctionnalité. On fait du mentoring, on fait de l'accompagnement, on fait des réunions, etc. Mais au final, les résultats montrent que on délivre, quoi. On a de la performance, on a livré notre produit dans les temps, on a peu de rework, on a peu de bugs. Donc, en temps et en qualité, c'est bien, c'est pas toujours le cas. Et puis ça a créé de la résilience, tous ces petits obstacles sur le chemin. On a le projet qui a été mis en pause pendant un moment, on a redémarré après. Donc si on regarde à l'instant T au niveau micro, on pourrait trouver peut-être plein de petites améliorations, mais si on regarde sur le long terme, on a quelque chose qui est résilient, on a quelque chose qui est solide. Et donc, moi, c'est plus un objectif que je cherche à atteindre. Merci beaucoup, Charles. Merci, Grégory. C'est là que nous ouvrons les questions, les remarques, les propositions, les idées, les choses que vous faites peut-être dans vos équipes. De bonnes pratiques de fonctionnement à distance qu'on n'aurait pas mentionné parce que c'est l'expérience de Charles avant tout, que vous souhaiteriez partager, ou des questions que vous aimeriez poser à Charles. Et je vais passer le micro. Moi, je serais super intéressé. Déjà, merci pour l'échange, c'était super intéressant. Je serais intéressé que vous parliez un peu plus du kick-off, que tu parles un peu plus du kick-off que tu as parlé, parce que tu as parlé de beaucoup de pratiques, et du coup, ça m'intrigue. Donc, il y avait tout le monde, j'ai l'impression que tu invites au début, avec les utilisateurs, c'est super intéressant. J'aurais bien aimé combien de temps ça dure, qu'est-ce que vous faites, qui l'organise, qui l'anime, est-ce qu'il y a des facilitateurs, comment vous gérez ça ? Oui, alors en quelques mots, donc c'est avec tout le monde mais pas tout le temps. Par exemple, quand on parle de l'UI, etc., on va plus être avec développeurs, designers. Les ateliers, donc ce que je peux conseiller, c'est mes 2 préférés, c'est Event Storming et Story Mapping. Donc Event Storming, c'est exploration d'un domaine où on va mettre tous les événements signifiants qui vont se passer dans le système, et on va permettre de reconstituer comme ça des use cases. Ça va permettre de comprendre juste en parlant avec des événements. Et Story Mapping pour donner une vision produit, peut-être déjà donner quelques grandes lignes. Qu'est-ce qu'on va avoir en V1, comment est-ce qu'on peut découper le travail pour pas livrer telle fonctionnalité en une seule fois, mais avoir des modes dégradés et livrer après dans d'autres versions. Voilà ce que je peux dire. Temps que tu prends pour faire ça ? Le temps, là, c'était 3 jours, et on va dire il y a eu 2 jours intenses et un jour plus cool. Ok, merci. Yes, merci beaucoup. J'ai une question sur le fait de s'appeler dans des salons Discord. Alors, tu as l'air d'avoir une super équipe bien communicante, mais si moi je dis à mes gars, venez, on s'appelle toute la journée pour s'entendre respirer, comment, je sais pas comment amener ce truc-là. Et je m'inquiète aussi, Alban en parlait ce matin, du multitasking, de se faire interrompre, ce genre de choses qui peuvent être stressants et dégrader notre façon d'avancer. Voilà. Point d'interrogation. Alors, c'est pas vraiment une question, mais point d'interrogation. Comment amener les gens à allumer leur webcam ? Compliqué. Le seul truc qui me vient en tête, c'est l'exemplarité, de donner l'exemple. C'est sûr que c'est difficile dans une équipe où personne ne le fait jamais. Après, peut-être expliquer pourquoi c'est nécessaire, qu'est-ce que ça apporte. Mais bon, là, on touche à de l'humain, donc je pense qu'il n'y a pas de réponse
toute faite. Et là, il y a une deuxième partie à la question, c'était les interruptions. Et les interruptions multitasking, du coup, on a donc une room commune avec là où viennent les gens de l'équipe, et on a des rooms silence où on se met dedans, mais l'idée c'est de pas venir se faire interrompre, ou alors si c'est un truc urgent, il y a un problème en prod, hop, je rentre dans la room, est-ce que tu es dispo, voilà. Et aussi de faire des sous-groupes. Du coup, pour pas que ce soit la cacophonie, on va travailler en paire sur telle fonctionnalité, du coup on se met en room numéro 4 et on travaille ensemble, etc. Après, je pense qu'il y a un truc aussi qui est que toi, ton équipe, c'est by design en fait. Ce fonctionnement-là, il est là by design. Donc quand j'arrive, j'ai une règle de fonctionnement qui rend plus facile le fait d'intégrer. Donc la question, c'est la capacité d'expérimentation, de se dire est-ce que mon équipe serait prête à expérimenter un mode de fonctionnement. Si j'arrive dans mon contexte à identifier la plus-value que ça pourrait avoir, si effectivement la plus-value c'est juste de s'entendre respirer pour voir à peu près qui c'est, peut-être que les gens ne vont pas adhérer. Mais effectivement, je pense qu'il y a ce côté d'expérimentation ou de nouvelles règles de fonctionnement qui permettent de se dire en fait, si j'essaye quand même de pousser ce fonctionnement, plutôt que d'aller chercher en quoi ça ne marche pas, de se poser la question en quoi ça pourrait mieux marcher, et donc de basculer. Mais ça nécessite à la base une ouverture à expérimenter un nouveau truc, en fait, en estimant que la valeur sera supérieure à l'effort d'allumer sa webcam ou d'allumer son micro. Effectivement. Il y avait une question ici. Merci. Oui, alors merci pour la présentation également. Moi, je me posais la question de la taille de l'équipe et des typologies de métiers qu'il y avait dans l'équipe. Tu as parlé de dev, de PO, et tu peux nous détailler ça Ouais. La taille 7 plus ou moins 2, hein, les classiques. Dans les faits, on est 6 actuellement, 6 développeurs. Et donc au niveau des profils, des développeurs front, back et full stack, avec des effets positifs de travailler ensemble, de pairing et de curiosité, où on a des développeurs front qui apprennent à faire du back, donc en pair avec un développeur back. Au début, c'était pour se mettre d'accord sur les contrats d'interface. On commence ensemble et puis après, chacun se répartit le travail. Et maintenant, les développeurs front commencent à gagner en autonomie et à commencer à pouvoir faire des choses de leur côté sur le back. Merci. Il nous reste 2 minutes, je crois. Alors, il y avait peut-être d'autres personnes. Ouais. Merci pour la présentation. C'était vraiment cool de voir que ça marche. Bon, j'avais 2 questions. Une, c'est est-ce que vous gérez le run et comment vous intégrez ça dans votre flux? Et l'autre question, c'est plus en termes de sponsoring sur le type d'équipe et le mode de fonctionnement. Comment tu as pu mettre ça en place et comment on t'a soutenu là-dedans? Ok. Sur comment j'ai mis en place, j'avais la liberté de le faire et puis j'ai tendance à appliquer le mantra plutôt demander pardon que la permission. Et donc, on me confie une équipe, donc je fais les choses comme je l'entends et puis quand les résultats sont là, tout va bien. Après, la question difficile, c'est comment convaincre de ça. Pareil, pas une super réponse, mais si on t'a mis en position de responsabilité, c'est que quelque part on te fait un peu confiance, donc il faut dire laissez-moi les clés du camion, je fais quelques kilomètres et puis on voit comment ça se passe. Et il y avait une première partie à la question, le run. Le run, on est plus en phase de build et après le run, c'est à la dispo quand on a un problème à résoudre. La personne dispo prend. Donc si généralement il y a une personne qui est libre ou qui n'est pas sur un ticket en cours, elle va pouvoir le gérer. On fait. Ouais. Non, c'est bon. Dernière question. Oui. Alors, dans tout ce que tu as dit, moi je l'ai eu fait aussi. Hein. Mais par contre, il y a un truc qui manque en présentiel qui n'a pas été dit à distance, c'est le café. Est-ce que vous avez pensé dans votre équipe de faire des cafés virtuels? On a une salle café. Donc qui n'est pas réservé à l'équipe, c'est aussi un moment de partage avec les gens qui sont disponibles. En gros, on est tous synchronisés à 9h le stand-up, toutes les équipes, les 8-9 équipes. Et donc un peu avant, on peut aller traîner au café pour discuter.
Et est-ce qu'on fait ces choses de manière ritualisée en équipe? Pas forcément, ça se fait plus au fil de l'eau. Après, ce qu'on fait souvent pour les nouveaux embauchés, c'est que on a une salle jeu aussi, où le vendredi à 16h, on fait un petit scribble, une sorte de dessiner c'est gagné, voilà, pour amorcer la dynamique. Merci beaucoup. Merci. On a un petit QR code. Si vous avez des feedbacks, on prend avec grand plaisir.